Alors aujourd'hui, on va parler de respect des professionnels au sens individuel, en tant qu'individu, parce qu'on est des individus au travail, et puis au sens collectif, à travers la reconnaissance des collectifs cet après-midi, même si en fait on commencera dès ce matin à 11h30 avec la venue de Laurent Berger, qui aura un échange avec Ève Rescanière, animé par les questions de Anne Meunier. Voilà, ça sera notre matinée. Et cet après-midi, donc on parlera plus largement de la reconnaissance des collectifs. Mylène Jacot nous dira où on en est dans le cadre, comment on peut, de la reconnaissance des fonctionnaires dans le cadre de la loi de transformation, quelle place il reste pour le dialogue social et donc pour faire progresser des revendications. Et puis, on parlera aussi de la reconnaissance par la formation que l'école nous donne. On aura la chance d'avoir une représentante du ministère de la Transformation et de la Fonction publique, puisque la réforme de la haute fonction publique nous concerne, d'une certaine manière, même si aujourd'hui elle est très concentrée sur l'État. Elle nous concerne soit parce que des fois les dispositifs se répercutent jusqu'à nous, par exemple la formation, puisqu'il y a un dispositif de tronc commun qui s'applique pour les élèves maintenant de l'EHESP, mais elle nous concerne aussi parce que parfois on aimerait bien avoir accès soit aux avancées statutaires, et voilà, comment est-ce qu'on peut avoir, comment les avancées pour les administrateurs de l'État peuvent se transmettre jusqu'à nous, ou les transformations de la formation. Voilà, on parlera aussi bien sûr du secteur privé, parce que c'est important de savoir comment la reconnaissance collective alors on va dire là pour la fonction de direction, peut se concrétiser dans le secteur privé, parce que c'est à travers les conventions collectives. Et Benjamin Vittel nous en dira quelque chose. Et Laurent Mayeux nous... Il est vital aussi. Il est vital, ouais. Et Laurent Mayeux nous dira ce qu'on peut voir de la reconnaissance de la fonction au travers des différents secteurs et des différents métiers, puisque la CFDT cadre rassemble tous les cadres, quel que soit leur secteur. Voilà, alors je me rassemble sur notre table ronde tout de suite, que j'ai la charge d'animer. Il s'agit du respect des professionnels en tant qu'individus. Alors, c'est quoi ce respect? Pour nous, c'est la reconnaissance de leur travail, donc dans leur carrière, par l'évaluation. C'est l'accompagnement de ces carrières, évidemment. C'est la prévention des risques qu'ils encourent. Et puis, le soutien dans les situations les plus difficiles. C'est pour nous le respect des individus. C'est évidemment un principe fondateur de la charte de l'éthique et de la responsabilité, dont on n'a pas parlé jusqu'alors, même si hier on abordait par exemple dans un établissement le travail d'élaboration d'une charte de fonctionnement de la gouvernance. Moi j'avais envie de leur demander, mais est-ce que vous vous êtes inspiré des principes de la charte de l'éthique et de la responsabilité qui décline donc ce respect au travers de l'exercice général du métier, dans l'animation d'une équipe ou dans les relations avec notamment les autorités de contrôle et de tarification. Et puis après, ce respect des individus, où est-ce qu'il se manifeste? Donc il se manifeste dans la gestion des carrières, et c'est la politique d'accompagnement des carrières et des parcours. Alors on n'en parlera pas vraiment aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de représentant de l'autorité investie du pouvoir de nomination qui a la charge de cette politique RH. On en a dit beaucoup, on a beaucoup communiqué pour dire ce qu'on pensait des dispositifs d'accompagnement dans la carrière. Ça se passe aussi dans le management des collectifs, l'animation des équipes et les relations au travail. Et on va donc s'interroger sur le rôle de la formation et la place de la médiation dans la gestion de ces relations au travail. Ensuite, c'est aussi, ça se passe dans le domaine des conditions de travail, de la prévention des risques, et on se demandera c'est quoi la QVCT, la QVT et les conditions de travail, les risques professionnels des directeurs. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans l'exercice? On a déjà parlé, finalement, un peu défloré le sujet hier. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans l'exercice, dans cette activité de direction,
qui exposent plus particulièrement au risque ou qui empêchent de se protéger des risques. Et puis on parlera aussi, puisque ce respect il se manifeste là aussi, dans le devoir de vigilance que tout responsable en direction a à l'égard de son équipe, des personnels dont il a la responsabilité. Alors, pour aborder ces différents sujets, je vais vous présenter nos intervenants. Donc, Héloïse Iridet, qu'on ne présente plus, puisque maintenant c'est une star. C'est une star. Alors, elle nous parlera du point de vue d'une psychologue, hein, et seulement du point de vue d'une psychologue, pour le coup, pas du point de vue de la sociologie aujourd'hui. Donc, je te poserai des questions plus précises après. Elsa Aboubert, qui est directrice d'hôpital, ex-directrice d'établissements socio-médico-sociaux et sanitaires, je dis parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est, les 3S. Et oui. Qui est actuellement responsable de la filière de la formation des D3S à l'EHESP. Elle nous parlera du point de vue de est-ce qu'on peut apprendre le respect de soi-même et des autres. Danielle Toubier, je vous à peine la présenter. Donc, Danielle Toubier est actuellement la médiatrice nationale. Ça veut dire qu'elle est dans le cadre du dispositif national de médiation des personnels de la fonction publique hospitalière. Tous les personnels, hein, pas seulement les directeurs, y compris donc le personnel médical. D'ailleurs, c'est surtout pour le personnel médical. Ex-directrice générale du Centre national de gestion, donc une connaissance très fine du métier. Ex-responsable à la DHOS, donc une connaissance très fine du système de santé et des établissements de santé. Elle nous parlera de ce qu'elle voit en tant que médiatrice et la place que peut prendre la médiation dans la gestion des relations au travail. Et puis Marc Pancouteau, qui est l'exemple d'une carrière à l'intérieur des corps de direction de la FPH, puisqu'il est directeur des soins de formation, hein, et qu'il est actuellement D3S, chef d'établissement, et prochainement détaché dans le corps des directeurs d'hôpital. Voilà. Et donc il nous parlera, lui, de son expérience, d'une expérience particulière, qui est celle de chef d'établissement, de comment on fait, avec quels outils, et puis comme il est membre de la commission des conditions de travail, il pourra évidemment évoquer les outils que cette commission a contribué très largement à construire pour les présenter, hein, mais surtout pour dire quelles en sont aussi les limites et ce qui reste encore à franchir. Héloïse, du point de vue du psychologue, est-ce que, et tu nous l'as dit déjà en partie hier, est-ce que l'activité que nous exerçons comme directeur, ou pour ceux qui ne sont pas directeurs ici, en tout cas en fonction d'autorité, est-ce qu'elle expose particulièrement à des risques qui seraient spécifiques, ou est-ce que, plutôt comme tu nous l'as dit hier, elle est liée à un certain isolement qui rend difficile pour le professionnel, qui le rend plus exposé au sens où il ne peut pas se protéger. Il a peu de moyens de réponse et de soutien. La parole est à toi. Merci Nathalie. Bon, bonjour à toutes et tous. Donc on me confie cette mission très compliquée de ne pas répéter ce que j'ai dit hier tout en disant à peu près la même chose. Alors Nathalie, dans la question que tu m'as posée finalement, il y a le mélange entre les deux questions que tu m'avais envoyées pour aider à préparer en fait cette intervention. Et il y avait deux volets dans ce qu'elle vient de dire. D'une part, la question de l'activité et des représentations du métier qui finalement exposerait plus aux risques psychosociaux, et de l'autre côté, ce qui relèverait de facteurs de protection, de ressources. Commençons avec justement la question de l'activité et des représentations du métier. C'est un peu ce qu'on s'est dit hier. Il y a des éléments transversaux et il y a des éléments spécifiques. Les éléments transversaux, on les entend partout. C'est la fameuse culture du présentéisme, le problème de la déconnexion, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce qu'il est possible au sens psychique, mais aussi au sens très matériel des choses. Je veux dire, quand on est de garde ou d'astreinte, de fait de se déconnecter, c'est pas possible. Donc, dans quelle mesure est-il possible, du point de vue de l'activité, de se déconnecter ou pas? Ça, c'est transversal, effectivement, à de nombreuses professions de direction, en tout cas, qui sont amenées à prendre des décisions un petit peu sensibles, parfois dans l'urgence, etc. Il y a aussi, mais ce n'est pas une fatalité non plus, la possibilité de se sentir un peu seul tout en haut, ce que les Anglais appellent « lonely at the top », c'est-à-dire les chefs d'entreprise, de la même façon qu'un chef d'établissement hospitalier, peuvent se sentir
Pas tout le temps. J'ai eu beaucoup de gens dans mes entretiens qui m'ont dit, mais en tant que chef d'établissement, la plupart du temps, je ne me sens pas seule, en fait. La solitude, moi, je la trouve dans le moment où il s'agit d'exercer vraiment l'acte de décider, notamment dans ce qui a été nommé par mes interviewés comme des décisions difficiles. À ce moment-là, effectivement, lorsqu'il s'agit de trancher dans cet acte-là, qui est un acte mental, mais qui a aussi des répercussions concrètes, là, il peut y avoir un petit sentiment de solitude. Mais ce n'est pas une fatalité non plus, et ça ne signifie pas que les directeurs et directrices, notamment, ne sont pas entourés du reste. Pour ce qui est des éléments spécifiques, j'ai trouvé très intéressant, et on en a parlé avec certains qui étaient là hier, cette question-là que j'ai évoquée de « on ne vient pas à l'hôpital par hasard ». Alors chez les soignants, c'est presque un peu une évidence. Entre psychos, je vous avoue qu'on en rigole pas mal, c'est-à-dire le côté « ah, mais si on va à l'hôpital, c'est pour se soigner ». Bon, je vous avoue, quand on vient en psycho, de temps en temps, il y a quand même des étudiants, on se pose un peu des questions. Mais à part ça, de fait, on n'arrive pas dans cette institution-là complètement par hasard. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que, contrairement à ce qu'on aurait tendance à voir dans les personnels de direction, il y a quand même une sensibilité à la mission d'assistance à autrui de l'hôpital, qui fait que, dans la plupart des cas, en tout cas pour les personnes que j'ai interrogées, il y avait un vrai désir hospitalier. Donc un vrai désir d'intégrer cette institution-là, par rapport, par exemple, aux extraits d'entretien que je vous ai donnés, et qui datent, je pense, d'une époque un peu révolue, où ceux qui auraient fait DH seraient au fond ceux qui auraient raté l'ENA. Dans les faits, dans mes entretiens, dans toutes les discussions informelles que j'ai, c'est faux. C'est faux parce qu'il y a un véritable désir hospitalier qui amène, je trouve, beaucoup de directeurs et directrices à concevoir leur activité presque comme une branche du CARE. Avec, du coup, des questions très importantes qui se posent quant à la désignation, finalement, de son travail par rapport aux autres. Peut-on faire communauté hospitalière en disant « mais on est tous soignants à l'hôpital ». C'est quelque chose que j'ai entendu. Et j'ai entendu bien des soignants dire « moi, je refuse que les équipes de direction s'approprient ce terme-là ». Et donc, j'ai entendu aussi des directeurs et directrices dire « on n'est pas soignants en tant que tels, mais nous participons aux soins ». Et c'est cette sensibilité-là à la participation, à la mission soignante de l'hôpital que j'ai retrouvée, que je trouve très intéressante, parce qu'elle amène aussi à pratiquer son activité avec une forme d'intérêt particulier pour la façon dont le management soutient. On parle beaucoup de fonction support, ça a un sens quand même de se dire ça, c'est-à-dire on se met en dessous, on soutient, on porte, et donc d'une certaine façon on contribue à diffuser le prendre soin et cette culture-là, même dans les échelons dits administratifs de l'hôpital. Et cette question justement de la représentation du métier de direction comme participant au prendre soin à l'hôpital, elle amène justement à la représentation du métier. On en a parlé hier, il y a la question du jeu des postures. Bien évidemment dans le dialogue social, mais aussi, me semble-t-il, dans les réunions de comité de direction. C'est-à-dire qu'il y a de fait des équipes à l'intérieur desquelles, lorsque ça ne se passe pas très bien, les comités même de direction sont des jeux de posture et aussi des espèces de grands théâtres où chacun met sa veste pour essayer de préserver son patrimoine propre, la définition finalement de sa direction fonctionnelle et des dossiers qui, entre guillemets, lui appartiennent, c'est-à-dire n'appartiennent pas aux autres. Et à ce moment-là, ce qui est dommage, c'est que le bénéfice de ces espaces d'échange disparaît. C'est-à-dire que lorsque ça devient justement un théâtre de posture, ce qui aurait pu générer du partage et de l'identification entre pairs, justement ce bénéfice-là n'existe plus parce qu'il n'y a pas véritablement de relation sincère. Il y a une relation... Alors, on parle beaucoup de posture. Moi, quand j'entends posture, ce que j'entends, c'est très figé. Le positionnement est beaucoup plus actif, finalement, comme terme. Et quand on a uniquement des échanges posturaux, ce dont on entend parler, ce dont j'ai entendu parler dans les groupes de sensibilisation au co-développement, finalement, c'est un jeu de masques. J'ai vu ça dans certains comités de direction. Je pense que ce que je vais vous raconter vous parle très bien. Vous avez une liste d'ordre du jour qui est tellement longue que chaque dossier peut, à la rigueur, se voir donner 10 minutes maximum, ce qui ne permet pas de développer le fond du sujet. De toute façon, chacun est sur son ordinateur et ou son téléphone pour éviter justement les quelques saillies pas très agréables, que ce soit du chef d'établissement ou des collègues quand ils posent des questions qui n'en sont pas. Alors on connaît ça dans les colloques, c'est-à-dire j'ai une question et en fait c'est pas une question, c'est un commentaire qui commence par « c'était très intéressant mais en vrai vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait ça, est-ce que vous avez pensé à ça ? Non, parce qu'en vrai c'est nul ». On connaît ça aussi chez les universitaires. Et le problème, c'est qu'il y a un temps très long de la construction d'un sentiment de faire équipe qui fait que ce n'est pas en un codir ou deux codires qu'on essaie de travailler un petit peu autrement pour casser ce jeu de masque-là que quelque chose se produit. Or, c'est beaucoup plus difficile de monter quelque chose qui marche que de détricoter quelque chose qui marchait bien. Et puis du côté de la nature de l'activité.
Tu me demandais, Nathalie, est-ce que c'est la nature de l'activité qui expose finalement ou prive des moyens de se protéger? Alors, moi, la chose où j'aimerais bien quand même qu'on aille voir un petit peu plus, c'est dans tout ce qu'on me dit, tout ce qu'on me raconte sur la violence des relations à l'hôpital. Tout le monde me dit ça, tout le monde se le dit, c'est-à-dire l'hôpital est un milieu intrinsèquement violent, les relations ne sont pas forcément très stables, très agréables entre différents acteurs, et je pense que ça n'est pas une fatalité. La question, c'est plutôt pourquoi. Et dans ce pourquoi-là, la psychothérapie institutionnelle, désolé, c'est mon autre monomanie, parle de pathoplastie, c'est-à-dire de la capacité de chaque institution à produire en permanence un petit peu des symptômes. C'est beaucoup plus facile finalement de ne pas réfléchir sur sa propre activité, par exemple quand on est soignant, et de se lancer dans un jeu de projection extrêmement agressive sur, au fond, si je vis des choses difficiles, ont trait au réel clinique de l'activité, c'est pas parce que le réel intrinsèquement est violent, je veux dire très concrètement, le réel d'une chirurgie qui se passe mal, c'est violent, le réel d'une intervention en réa qui se passe pas très bien, c'est violent. C'est pas au sens où ça va conduire les gens à se taper dessus, ce n'est pas une fatalité, mais de fait, ça bouge quand même, ça secoue la psyché des gens qui sont là. En soins palliatifs, c'est quand même pas pour rien qu'il y a de l'analyse de pratique et de la supervision quand on est confronté justement à la mort en permanence. Et donc, il faut aller voir du côté de la violence des relations qui ne sont pas forcément pensées et qui, du coup, amènent chacun des acteurs à faire circuler finalement dans ce grand circuit des relations des contenus extrêmement bruts. C'est-à-dire quand je suis chef de service et que je sors d'une semaine merdique dans mon service parce qu'il y a eu 2 décès, une intervention qui s'est mal passée, que j'ai peur que les patients, la famille des patients fassent un procès, etc., forcément, dans ma négociation avec l'équipe de direction, je ne vais pas tout à fait être pareil que si j'avais bien vécu ma semaine. Et de fait, les directeurs et les directrices récupèrent quelque chose de ça. C'était ce que je voulais dire hier avec la question du stress traumatique secondaire. Mais dire que la nature de l'activité exposerait particulièrement, finalement, ce serait condamné à se résigner, parce que la nature de l'activité ne va pas fondamentalement changer. Donc, non, ce n'est pas intrinsèquement la nature de l'activité qui fait que. Il y a une spécificité des relations à l'hôpital, une spécificité du réel hospitalier. Le réel au sens de Lacan, c'est-à-dire cette espèce de chose impensable. Penser la mort est très difficile. Penser l'intérieur du corps et ses viscères est très difficile. Ce ne sont pas vraiment des objets accessibles à la pensée. Et du coup, développer une pensée autour de ce que c'est que soigner ça, c'est aussi très compliqué. Ça demande un travail permanent. Mais donc, malgré cette spécificité, ou plutôt à partir d'elle, une fois justement, on la reconnaît, et on la reconnaît partout, c'est-à-dire que le réel ouvrier dans les blanchisseries, dans les circuits chauds, froids, de la nourriture hospitalière, j'ai fait des immersions là-dedans, c'est aussi très difficile. Ce sont des conditions de travail qui génèrent aussi tout un tas de tensions, finalement. Je veux dire, travailler par 25 degrés toute la journée, c'est pas très facile, 30 plus quand il y a des fours, travailler par à peine 10 degrés parce qu'il fait froid, eh ben, c'est pas facile non plus. Mais pour ce qui est des directeurs et des directrices, pour moi, c'est la question de la formation. Non pas au sens, la formation répond à tout, du style, ça va pas, on va faire une formation comme si c'était le Saint Graal, pas du tout. Mais les ressources que l'on trouve, si on ne les trouve pas nécessairement sur le lieu même de l'activité, ce n'est pas grave, ce n'est pas toujours possible. On en parlait avec Elsa, ce qui compte, c'est l'après-coup, c'est pouvoir revenir, avoir des temps de pensée où je peux revenir sur ce qui s'est passé, en élaborer quelque chose et donner un sens un petit peu différent à ce qui s'est produit, qui me permet de revenir dans la relation et d'être justement un petit peu plus aligné avec ce que je veux faire. Et donc, il y a la formation initiale, bien sûr, et puis il y a tout ce dont on a parlé hier, toutes les formations, toutes les lectures que vous faites, justement, pour vous nourrir, pour vous décaler, pour avoir des moments à vous où vous pensez votre activité, pour mieux y revenir ensuite. Tout ça, je pense que ça contribue à la protection. La protection, ce n'est pas au sens du bouclier, c'est-à-dire, moi, de toute façon, j'arrive avec ma cuirasse en réunion, je suis trop fort et j'ai pas besoin de m'inquiéter. C'est pas ça. La protection, c'est au sens de ce que mes collègues de clinique appellent les facteurs de résilience, c'est-à-dire, il y a tout un tas de facteurs de soutien, du plus individuel au plus collectif, et dans le plus individuel, il y a notre relation au livre, notre relation à la formation, au contenu finalement qui viennent nourrir notre activité, qui, je pense, contribue à une protection, non pas quelque chose de rigide, mais quelque chose de mouvement, d'adaptable et de souple. Voilà, pour ce qui est de ma réponse à tes questions. Allez, j'ai pris 1 minute 30 de plus, désolé. Alors, la transition est vraiment très, très facile, hein, Elsa. Donc, est-ce qu'on peut apprendre à être prévenant à l'égard de soi-même et des autres,
c'est quoi les outils que, voilà, dans le cadre de ton exercice, tu utilises? Quelle est la place, par exemple, du stage? C'est quoi la place de la vie de la promotion? Est-ce que ça a un sens dans cette prévention? Et puis finalement, est-ce que c'est pas, au moment de la formation initiale, est-ce que le plus important qu'on n'ait pas à apprendre, au regard de tout ce qu'a dit Héloïse, c'est pas apprendre à se respecter soi-même, au sens être attentif à ses propres conditions d'exercice, à ses propres éprouvés, maintenant je dirais plus que ça, ses propres éprouvés, et être capable d'y penser, d'en dire quelque chose, et donc de se préparer à affronter. Voilà. Donc, quelle place pour l'école? Merci Nathalie. Donc effectivement, aujourd'hui, la question que tu me posais, Nathalie, était de savoir est-ce qu'on peut apprendre à se protéger soi-même, parce que nous sommes dans des environnements contraints, qu'on doit se protéger et dégager ses marges de manœuvre pour exercer correctement ses fonctions. Donc est-ce que c'est le rôle de la formation d'apprendre ça? Oui, je le pense, et tu viens de le corroborer, donc j'en suis contente. Et est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut remplir cet objectif pédagogique? Je le pense également. En tout cas, c'était mon intuition pédagogique quand je suis arrivée sur la filière il y a 2 ans. Donc maintenant, la question, c'est comment on peut le faire? En réfléchissant, en préparant cette table ronde avec vous et avec toi, Héloïse, se sont dégagés vraiment 2 grands enjeux de cette protection. Donc premièrement, je reviendrai sur ce sentiment de solitude que tu as évoqué hier et un petit peu aujourd'hui aussi. Sentiment de solitude qui ressort beaucoup dans les propos du corps professionnel et qui est probablement encore plus élevé pour les D3S dont j'ai la responsabilité de la formation, parce que, premièrement, les D3S sont un corps de chefs encore, pour presque la moitié d'entre eux, et ce sont des chefs d'établissement, et que ce poids de la responsabilité, et tu le rappelais aussi tout à l'heure, le poids de la responsabilité et de la décision va accroître ce sentiment de solitude. Parce que c'est un corps également d'exercice dans des petits établissements. Donc, qui dit petit établissement dit petite équipe de pairs, donc probablement moins de soutien en interne possible, moins de pairs avec qui échanger. Et enfin, des petits établissements qui, pour souvent, sont dans des territoires plus isolés, donc une distance géographique qui va encore plus isoler d'un autre réseau professionnel, voire même d'un réseau social pour certains. Donc je pense que ce sentiment de solitude, c'est une problématique qui est probablement plus élevée chez les D3S. Donc l'hypothèse pédagogique sur laquelle j'étais partie, c'est que de ce fait, il faut renforcer le faire collectif, et ce besoin de faire collectif est très prégnant dans nos 2 corps et encore plus chez les D3S. Donc quels outils j'ai développés pour ça? Premièrement, comme vous le savez, le HESP a une grande pratique des travaux interdisciplinaires, interfilières et interécoles, travaux qui se modernisent, qui sont modifiés. Mais donc là, je ne vais pas développer les nouvelles options pédagogiques que nous avons prises. Mais en tout cas, ces travaux, ils ont cet objectif pédagogique de travailler, le faire ensemble, le faire collectif, le faire équipe, même en interprofessionnel et en interécole. Deuxièmement, sur la filière D3S, cette année, j'ai commencé à développer des modules de coaching collectif pour porter spécifiquement cette question du développement du groupe, de l'équipe. Nous allons travailler à partir de la rentrée 2023 sur un fil rouge pédagogique sur ces thématiques qu'on décline en sous-thématiques. Premièrement, l'intégration des dimensions émotionnelles des situations managériales, donc dimensions dont vous avez beaucoup parlé, je crois, hier déjà, donc qui vont être intégrées dans ces coachings collectifs. Deuxièmement, la gestion des tensions et des conflits par le groupe et par le manager. Et troisièmement, la place du futur directeur, donc de l'élève en fin de formation du futur directeur, dans l'organisation qu'il va intégrer lors de sa prise de poste. Donc 3 axes de ces accompagnements collectifs qui portent sur ce faire groupe, faire collectif. Troisième outil que je vais mettre en place l'année prochaine, qui est la création de jeux théâtraux qui seront inauguraux et conclusif de la formation, donc en tout début de formation et en fin de formation, avec comme thématique justement, le hasard fait bien les choses, la thématique retenue pour la rentrée 2023, le faire équipe, comment créer un collectif d'apprenants et demain un collectif de collègues. Donc ça, c'était pour le premier enjeu de comment on peut apprendre à faire groupe pour contrer la solitude professionnelle de nos corps.
Le deuxième enjeu, c'était de pouvoir identifier dès la formation, d'être en mesure, que chaque élève soit en mesure d'identifier les situations à risque et de savoir identifier les tiers sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer pour échanger, pour trouver des solutions. Dans le corps, on voit apparaître enfin, j'ai envie de dire, ce sujet de la reconnaissance des éventuelles difficultés que l'on peut traverser pendant notre exercice professionnel. On voit dans les revues spécialisées des articles consacrés au RPS des directeurs, au prendre soin du directeur, à la charge ou à l'épuisement du directeur. Ce colloque en est également un témoignage. Et lundi prochain, un groupe d'élèves directeurs ont également conduit un colloque sur la qualité de vie au travail au sein de l'EHESP. Donc on voit que cette thématique est de plus en plus traitée par le corps professionnel et y compris par les élèves. Néanmoins, je disais enfin parce que dans le corps, il circule quelque chose de l'ordre du tenir bon. Et dans ce tenir bon, on entend qu'on n'a pas le droit de faillir, qu'il faut démontrer sa performance quoi qu'il arrive. Et cet enjeu de performance, ce devoir de performance, moi je le vois arriver chez les élèves directeurs dès leur rentrée en formation, dès le premier jour de formation. Je vais vous donner un exemple très parlant. Lorsque les élèves rentrent en formation, je les reçois individuellement au cours du mois de janvier pour échanger avec eux sur leur projet professionnel. Dans ces entretiens individuels, alors que c'est justement le lieu, n'est jamais évoqué spontanément par l'élève ces hésitations professionnelles. Je ne peux pas croire que 100% des élèves, en arrivant le premier jour à l'école, sont très clairs sur ce que c'est le métier de directeur qui les attend et sont très clairs sur leur intention et leur capacité à prendre ce poste, à réussir à le faire. Donc leurs doutes et leurs hésitations ne sont pas mentionnés spontanément. Et donc c'est un travail de confiance avec la filière, d'aller échanger sur ces enjeux-là d'évolution de posture et de questionnement professionnel. De la même manière, lors des entretiens, alors soit en collectif, soit en individuel, spontanément sont rarement évoquées les difficultés des élèves en cours de formation ou en cours de stage. Et de la même manière, c'est un enjeu pédagogique d'apprendre aux élèves à être attentifs à eux-mêmes, donc se dire oui, j'hésite, oui, je suis en difficulté, à identifier un tiers de confiance qui peut être la responsable de filière, mais pas que, et je vais vous parler des autres tiers de confiance possibles à disposition des élèves, et d'apprendre à évoquer ces problématiques, non pas pour s'en plaindre, mais pour aller chercher des solutions intérieures ou extérieures à ces problématiques. Alors, quels sont les outils pédagogiques, ce tiers que je crée dans la relation avec les élèves pour leur permettre d'aller identifier ces situations? Donc, premièrement, je vous le disais, c'est la relation avec la filière et avec la responsable de filière. Donc, de renouveler en permanence ce pacte de confiance pédagogique, de rappeler aux élèves le rôle pédagogique de la filière, d'accompagnement des élèves, et non pas de représentants, comme je pense qu'ils en ont la représentation en arrivant à l'école, le représentant de l'autorité de nomination qui aurait une autorité uniquement disciplinaire ou de pouvoir mener une insuffisance professionnelle en cas de non-réussite de sa période de stage. Donc de renouer plutôt un pacte de confiance et de rappeler ce lien pédagogique et ce rôle d'accompagnement. Et je pense que ce rôle est fondamental et j'en veux pour preuve l'augmentation depuis 2 ans des accompagnements individuels que je réalise avec les élèves et de la même manière en miroir la diminution du nombre de dossiers présentés en jury de fin de formation, de dossiers compliqués. Donc ces accompagnements individuels d'élèves qui rencontrent des difficultés en début de stage, oui ça arrive et non ce n'est pas une fatalité. Donc c'est important qu'ils puissent saisir la filière dans ces situations-là. Mais cette relation de confiance avec la filière ne fait pas tout, parce que déjà la confiance ne se décrète pas. Donc j'ai essaimé d'autres tiers de confiance avec qui les élèves peuvent échanger. Donc le deuxième outil que je voulais vous présenter aujourd'hui, ce sont les ateliers de co-développement qui existent au sein de la filière depuis 5 ans maintenant, qui permettent aux élèves des 3S de venir analyser en groupe de pairs des situations professionnelles et de se mettre également dans une posture, pour ceux qui reçoivent la situation professionnelle exposée par le collègue, qui se mettent dans une posture d'écoute et d'aide de leurs collègues.
Troisième outil, excusez-moi, les conseillers en parcours de formation qui existent depuis 10 ans chez les D3S. Donc l'objectif de ces conseillers, c'est de créer, de mettre à disposition des élèves un tiers qui n'est ni l'école ni le stage, qui n'est ni le responsable de filière ni le maître de stage, un autre tiers avec qui on peut évoquer ces éventuels questionnements ou hésitations professionnelles. Ces CPF, ces conseillers en parcours de formation, sont des directeurs en poste, donc encore un référent professionnel sur qui on peut s'appuyer. Le quatrième outil important mis à disposition des élèves, c'est le service de santé et de prévention de l'EHESP. Alors vous me direz, c'est une obligation de l'employeur. Certes, c'est une obligation de l'employeur. Néanmoins, le fait de rappeler en cours de formation aux élèves la disponibilité de la psychologue du travail et de l'assistante sociale et de les inviter à saisir ces acteurs-là, je pense aussi que ça fait partie de l'apprentissage d'être en mesure, en cas de difficulté, d'oser aller saisir ces acteurs-là qu'en tant que directeur, on ose trop peu souvent saisir. Probablement par des effets de représentation du métier que tu évoquais tout à l'heure, Héloïse. Et cinquième élément, cinquième outil que je vais tester cette année, j'ai contacté la cellule mobilité et accompagnement du CNG pour venir présenter aux élèves les outils à disposition, pour venir leur permettre d'en avoir connaissance avant de partir en poste et pouvoir les inciter à saisir ces outils-là lorsqu'ils en auront besoin au cours de leur carrière. Donc là, je ne fais que répondre partiellement à la question qui m'était posée, qui était « est-ce qu'on peut apprendre à se protéger ?» Donc, je le pense, et je vous ai présenté les outils déployés pour aider, accompagner à cet apprentissage. Est-ce que ça va modifier la posture du futur manager dans ce qu'il propose comme accompagnement aux équipes dont il a la responsabilité ? Donc ici, la question qui m'est posée, c'est pas de revenir sur les enseignements en ressources humaines ou en management qu'on dispense, donc à savoir des savoirs théoriques sur comment on peut prévenir et accompagner le collectif dans la prévention de l'environnement de travail, la qualité de travail, etc. Par contre, comment j'apprends mon futur métier pendant la formation ? Je pense que la formation, c'est un concentré d'apprentissage parce qu'on apprend sur plusieurs lieux, en plusieurs endroits. D'abord sur les bancs de l'école, en stage, évidemment, mais aussi au sein de sa promotion, sur sa vie de campus et dans son interaction avec la filière et avec la représentante, avec la responsable de filière, qui est une représentante du corps professionnel. Donc, qu'on le veuille ou non, le responsable de filière, parce qu'il est directeur d'établissement et que c'est une des identités de l'EHESP, porte des valeurs managériales. Et donc, ces valeurs managériales qui sont portées, moi, je crois que ça rentre dans le répertoire, ça vient alimenter le répertoire des postures managériales que l'élève va engranger au cours de ses rencontres professionnelles pendant ces 24 mois de formation. Et en conclusion, et ce sera le mot de conclusion, je pense également qu'on a un effet miroir, que si je suis capable d'apprendre pour moi-même en tant qu'élève à manier des outils pour moi-même de protection, je serai plus à même d'identifier et de développer des outils similaires pour les équipes dont j'aurai la responsabilité. Économie de piles, parce qu'il paraît qu'on est juste en pile. Je ne voudrais pas que Laurent Berger soit obligé de faire en même temps. Merci beaucoup, Elsa. Alors finalement, Danielle, médiatrice nationale, quand on apprend à l'école, on devrait maîtriser les relations au travail, mais finalement, toi, comme médiatrice, tu as quand même la preuve objective qu'il y a des relations au travail qui peuvent se dégrader, passer du désaccord à la discorde et devenir un vrai conflit, et se terminer plus ou moins bien. Si la médiation joue son rôle, et tu vas nous dire si elle peut le faire, peut-être se finir d'une manière apaisée, mais parfois se finir d'une manière violente, et peut-être parfois la médiation ne peut pas. Donc, que peux-tu nous dire de la place que peut tenir la médiation dans ces relations et quand elles se dégradent au travail, et quelle est la place des organisations syndicales
dans les processus de médiation? Quelles sont les limites du processus? Quels sont les freins? Parce que je pense que c'est une question vraiment importante. Alors, vous trouverez la pensée de Daniel beaucoup plus développée dans notre revue essentielle, puisqu'on a eu l'occasion de l'interviewer dans le détail sur ces freins à la médiation. Mais je pense que c'est quand même une question vraiment importante. Et puis, qu'est-ce que tu fais comme préconisation? Tu rends ton rapport, là, on en a eu un avant-goût. Quelles préconisations on peut faire pour limiter les conflits ou apporter dans la gestion de ces relations au travail de l'apaisement? Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Je souhaite saluer Anne Meunier, que je retrouve avec plaisir, à laquelle j'assure toute mon amitié pour la qualité de la personne qu'elle est, le grand engagement qui est le sien, le grand courage dont elle fait preuve au quotidien. Et je salue Nathalie, qui a mené de main de maître cette table ronde pour que nous ayons richesse et diversité. Et j'ai beaucoup apprécié les interventions des personnes qui m'ont précédé. Alors, moi, je suis aujourd'hui dans le champ de la médiation. Et finalement, je vais essayer, par un tracé assez rapide, de vous faire parcourir dans cet univers très nouveau pour le champ du secteur public. La plus ancienne de nos médiations dans le champ de la fonction publique, c'est la médiation de l'éducation nationale, qui date d'une vingtaine d'années et qui est un tout petit peu différente de nous. Nous avons été créés par un décret du 28 août 2019 qui a eu un élément important. Il a institué un médiateur national pour tous les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux du secteur public. Donc, nous sommes dans le champ de la fonction publique hospitalière. Nous ne sommes pas dans le champ des autres établissements du secteur privé à but non lucratif ou du secteur à but lucratif. Il a mis au point, finalement, nous sommes dans un univers très nouveau parce que nous sommes dans ce que l'on appelle communément le règlement amiable des conflits, qui va se dérouler en 2 axes et en 2 filières distinctes. La première commence au cœur de vos établissements, c'est la conciliation. Dans la note d'information, la circulaire qui a été produite par la DGOS le 29 mars 2022, vous voyez apparaître une déclinaison du concept de conciliation. Et vous voyez apparaître dans le décret de 2019 le concept de médiation. Quels sont les points de ressemblance, mais surtout les points de différence? Le conciliateur dans vos établissements, soit en propre, soit mutualisé, on vous invite à mettre en place ces dispositifs. Et le dispositif de médiation va venir éventuellement en appui à votre demande pour vous aider à mettre en place ces conciliations qui sont très importantes. Pourquoi? Vous êtes des établissements autonomes. Et le dispositif qui a été mis en place respecte le principe de la gouvernance et donc de la responsabilité employeur. C'est donc au cœur de l'activité des établissements que la conciliation prend tout son sens et démarre les opérations. Et c'est en cas éventuellement de tentative infructueuse que vous pouvez passer demain au dispositif de médiation. Le conciliateur, finalement, je vais le résumer, c'est une personne formée qui sera formée dans le dispositif futur et finalement qui va venir essayer de résoudre un conflit, une difficulté relationnelle entre des agents, entre la hiérarchie et les agents, entre des groupes professionnels et qui va, lui, proposer des solutions. Et finalement, ça va se conclure par un arrangement ou un compromis. La médiation, elle est un peu différente dans son univers. Les médiateurs que nous sommes sont tous issus des milieux professionnels de la fonction publique hospitalière. Ils sont de profils différents. J'en profite pour saluer Mounia et Catherine qui sont ici présentes, je crois, et qui participent à notre commission régionale d'Occitanie. Voilà, les voilà. Donc, de belles coopérations, évidemment. Alors, nous avons un réseau national, une médiation nationale. Donc, je suis aujourd'hui médiatrice nationale. Le tout a commencé par Édouard Couty en 2019. J'ai pris mes fonctions le 1er octobre 2021. J'ai à mes côtés un médecin, docteur Claudine Chrétien. Nous avons 10 relais régionaux et interrégionaux. Aller au plus près du terrain. Quand la conciliation locale n'a pas été efficace, ce n'est pas un échec. C'est vécu parfois comme un échec. Ça n'est pas un échec. C'est une tentative de régler au plus près les difficultés. Donc, il faut passer très vite, autant que possible, le relais à la médiation qui vient évidemment en soutien à l'accompagnement des établissements et des professionnels. Donc, nous nous sommes constitués, c'est un service d'État.
il est placé auprès du ministre de la Santé. Pour autant, vous allez voir que la médiation emprunte finalement 6 principes. Mais avant, je vais vous dire finalement qui nous sommes. Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes ce que j'appelle un tiers neutre à l'équilibre de 2 parties qui sont en opposition. Et nous allons, par les techniques et les outils que nous apprenons, puisque nous sommes aujourd'hui tous formés et certifiés à la médiation, nous allons les rapprocher, renouer la relation et essayer de faire émerger en eux-mêmes, volontairement, des solutions. Nous n'allons pas proposer des solutions. Nous allons les inviter à trouver des solutions. On va les aider, les guider pour le faire, et ça va aboutir, autant qu'il est possible, à un accord de médiation qui est signé par les parties en opposition historique, mais également par les médiateurs ou les co-médiateurs, puisque souvent, nous partons à 2 dans les médiations. C'est un service d'État, financé par l'État, gratuit pour les établissements. Il peut être sollicité au niveau régional par les parties elles-mêmes, une personne qui a un conflit, qui veut éventuellement qu'un tiers neutre vienne le rapprocher de la partie en opposition. Ça peut être également les directeurs d'établissement, ça peut être le président de la CME s'il y a un médecin qui est impliqué dans les affaires, ça peut être le doyen lorsqu'il y a un hospitalo-universitaire ou un étudiant en santé des filières médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques. Ça peut être le préfet pour le secteur social et ça peut être le DGARS pour la partie du secteur sanitaire et médico-social. Au niveau national, moi je suis donc les auteurs de saisine, c'est le ministre de la Santé ou des Affaires sociales, la directrice générale du CNG et également les médiateurs régionaux ou interrégionaux qui peuvent nous faire basculer, avoir recours au dispositif de la médiation. Donc finalement, nous entrons dans un dispositif qui va être donc d'aider à sortir de l'impasse. L'objectif pour nous est de sécuriser les institutions, sécuriser et mettre la sérénité dans les exercices professionnels. C'est un point extrêmement important. Il y a 6 principes majeurs qui sont essentiels pour nous. Le premier principe, c'est la confidentialité. Elle est absolue. Toutes les pièces détenues par nous ne sont communiquées à personne. Elles vont être à un moment donné détruites quand la médiation a achevé son processus. La liberté des parties d'entrer, de sortir de la médiation, de conclure ou de ne pas conclure l'accord, mais la liberté aussi des médiateurs de considérer que la mission est impossible et donc de se retirer de la médiation. Également, le principe d'indépendance. Celui-ci est majeur pour vous. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est saisi par un DGARS, par un préfet, moi par le ministre, que je suis dépendante, que je lui fais un compte-rendu ou que je lui fais un rapport. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de compte-rendu. Il y a la partie du protocole d'accord qui est communiquée si les parties en conviennent. Donc, aucun élément n'est diffusé, quel que soit l'auteur de la saisine. Donc ça, c'est une garantie absolue, c'est l'un des principes majeurs. Le principe de neutralité, évidemment, nous sommes neutres par rapport aux parties. Le principe d'impartialité et le principe d'équité. Si nous prenons une méthode pour entrer en médiation, nous devons la proposer à la partie donc, en opposition. Le temps pour les uns est le même temps pour les autres s'ils le souhaitent. Si quelqu'un vient avec un avocat ou une organisation syndicale, ce qui est parfois le cas, on propose la même solution à la partie en opposition. Donc, c'est un dispositif plutôt très efficace. On a à peu près 75% de taux de réussite. Et alors, nous avons une spécificité dans la fonction publique hospitalière qui n'existe ni dans le privé, ni dans les autres médiations du secteur public. Nous avons une clause de revoyure. Nous devons faire des suivis, des évaluations de nos médiations et nous revenons voir si la mise en relation et le retour à une relation normale est durable dans le temps. Donc, on garantit un service après-vente à l'ensemble des établissements. Tu as soulevé la question très importante, finalement, les limites. Nous avons des champs exclus de la médiation. Les conflits sociaux, tout ce qui touche à la compétence des organisations syndicales est exclu du champ de la médiation parce que les organisations syndicales elles sont sur le rapport au travail. Nous sommes sur la relation au travail. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais par contre, nous allons voir que nous allons avoir comme alliés aussi les organisations syndicales qui pour nous sont extrêmement précieuses, parfois qui nous sollicitent, mais on leur dit, demandez à la personne
que vous accompagnez elles-mêmes demander la médiation, parce que les organisations syndicales ne sont pas auteurs de saisine, elles ne peuvent pas l'être. Par contre, elles peuvent accompagner une personne et elles peuvent rentrer dans le dispositif. Et nous en avons plusieurs. Et dans quelques-unes de nos médiations, nous avons redonné la main à la fin de la médiation à la gouvernance en lien avec les organisations syndicales et les organisations institutionnelles. Donc c'est majeur pour nous, le partenariat avec les organisations syndicales et institutionnelles. Nous avons donc au sein de toutes nos commissions, au niveau national, au niveau régional, des commissions qui comportent 10 membres de parcours complètement diversifiés. Donc on a des médecins, des cadres, des psychologues, des directeurs, des hospitalo-universitaires qui sont membres de nos commissions et qui partent évidemment en relais. Pour les limites, je crois que c'est important de dire, nous avons effectivement un certain nombre de limites, mais nous avons aussi des freins. Alors parmi les freins, eh bien, nous observons que nous avons des freins et qui sont liés assez souvent à la gouvernance. Quelquefois aussi, et je dirais presque à égalité, par les grandes représentations d'État, dont nous faisons partie. Alors, nous avons notamment dans la gouvernance, on sent bien un système assez frileux. Finalement, restons entre soi et ne disons rien à l'extérieur, parce qu'on a souvent peur des représailles, d'une évaluation et d'un signalement à des autorités supérieures, parfois des autorités évaluatrices. Et donc, il y a quand même des craintes exprimées. Et puis, vous avez raison de dire, tout à l'heure, vous avez dit, finalement, les directeurs, tout leur apprentissage a été tenir debout. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, se taire, endurer. Mais finalement, les directeurs, quels qu'ils soient, ce sont des êtres humains. Et on apprend très vite, quand on fait la médiation, que finalement, les conflits, c'est la vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser s'entretenir, s'enquister. Plus vite on les prend en charge, toute la littérature internationale démontre que des situations prises en charge dans le délai d'1 an sont conclues et peuvent aller jusqu'à 85-90% de taux de réussite. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans le décret, dans la circulaire de la DGOS de mars 2022, nous invitons les établissements à aller assez vite dans la conciliation, de pouvoir ensuite passer la main s'ils n'ont pas conclu. Ce n'est l'échec de personne. Nous-mêmes, nous n'arrivons pas à faire 100%. Et pourtant, nous déployons beaucoup d'énergie, beaucoup de techniques, beaucoup d'outils que vous n'avez pas toujours. Et malgré ça, ce n'est pas un taux de succès à 100%. Mais si, je dirais collectivement, nous arrivons à des taux de succès de 80% et qu'on remet la paix dans les foyers, c'est quand même riche d'espérance. Voilà ce que je crois. Alors, j'ai parlé des organisations syndicales. Alors, on s'est rendu compte également, puisque vous parliez des jeunes élèves, etc., nous avons en charge aussi les étudiants en santé, des filières médicales et paramédicales. Eux, généralement, quasiment peu ou aucun nous demandent de médiation. Nous avons donc développé, avec les principes de la médiation, dans les mêmes conditions, avec la même rigueur, nous avons développé ce que l'on appelle les missions d'appui, d'accompagnement et de conseil, pas que pour les étudiants en santé, pour ceux qui ne voudraient pas formellement une médiation, mais qui ont besoin d'une intervention pour que nous puissions éventuellement apaiser et rendre serein le dispositif. Enfin, je vais vous donner quelques éléments à grands traits sur les préconisations de notre rapport. On pourra répondre aux questions, bien évidemment. On a 8 préconisations dans notre rapport. Les majeures, je vais vous les donner. C'est surtout la modification du décret de 2019, parce que nous nous sommes rendus compte, à la demande des établissements, des gouvernances ou de professionnels, qu'il fallait faire évoluer le texte pour donner une palette un peu plus large et un peu plus riche. Notamment, nous sommes aujourd'hui dans un univers que l'on appelle les médiations interpersonnelles. Donc, les médiations entre 2 personnes ou 2 groupes professionnels en conflit avec une hiérarchie ou un agent ou des groupes professionnels entre eux. Nous souhaitons élargir, parce que ça représente aujourd'hui 55% de notre activité, les médiations institutionnelles, entre institutions. Et notamment, on a vu pointer avec les GHT, éventuellement, des conflits dans les gouvernances qui peuvent apparaître au contour des marges de manœuvre, de la prééminence des uns par rapport aux autres,
Également, nous souhaitons développer la médiation préventive. Plus on sera à la prévention, moins nous aurons de conflits déclarés. Également, les médiations de projets. Alors là, par exemple, on a été sollicité par un établissement qui avait un projet de reconstruction de bâtiment. Déjà, c'était la foire d'empoigne entre les équipes qui étaient en train de s'arracher les mètres carrés futurs. Et donc, il nous a été demandé de venir rétablir un peu une relation apaisée dans les équipes pour qu'elles apprennent à s'écouter, elles apprennent à se comprendre et elles apprennent à connaître leur intérêt partagé. Donc, nous sommes sur ces dispositifs-là et nous développons beaucoup les missions d'appui conseil dont j'ai parlé, sous une forme à la fois de projet, mais également de prévention des types de risques. Donc, une extension de notre champ d'activité qui va être confirmé dans les temps très prochains. Nous avons également souhaité que dans des situations extrêmement complexes, très difficiles, enquistées souvent, nous puissions peut-être avoir le recours à une homologation par le juge, qui estampille en quelque sorte l'accord passé par la médiation. Également, donc, une enveloppe éventuellement à titre expérimental pour nous aider à repositionner des professionnels, parce que certains ne se réconcilient pas, mais ils se quittent à l'amiable. Et ça, c'est une force aussi. Savoir partir, accepter le départ, sans phénomène de réputation négative. C'est un des objectifs aussi que nous avons dans le cadre de ce dispositif. Donc nous proposons une enveloppe dédiée qui permettrait éventuellement de soutenir bien sûr ces repositionnements. Le développement de partenariats, nous faisons beaucoup de partenariats. On a un partenariat très important avec la Fédération hospitalière de France, la DGOS, la Direction générale de la cohésion sociale, puisque nous travaillons un plan de communication. J'en profite pour saluer Sabine Laïzard, ici présente. Donc, nous faisons un plan de communication national qui va être relayé en région. Et je vous ai dit, c'est anonyme. Et pourtant, nous avons des personnes qui nous demandent à témoigner, à lever leur anonymat. Nous avons demandé qu'elles n'identifient pas leur nom, mais qu'elles disent leur profession et qu'elles portent témoignage. Donc, il y aura des clips en région sur des médiations réussies pour lesquelles des professionnels souhaitent donner la parole à leurs collègues. Voilà ce que je voulais dire sur la médiation. Nous sommes embarqués, je crois, dans une belle aventure. Je voulais dire, surtout en conclusion, c'est l'une des grandes forces de ce dispositif, c'est l'alliance entre les établissements et l'État. Et je dirais, on est aussi dans cette démarche dans un État partenaire des établissements, puisqu'ils financent ce dispositif qui est gratuit pour les établissements. Très honnêtement, je crois, pour l'avoir beaucoup regardé et respecter beaucoup l'autonomie des établissements, les règles de gouvernance, je pense que vous pouvez faire confiance au dispositif. Tous nos collègues sont formés à vous aider. Et à vous aider, finalement, on est un peu des travailleurs de l'ombre. Nous, l'essentiel, ce n'est pas de rentrer à la gouvernance, pas faire à la place des gouvernances, c'est donner la main et redonner la main en sérénité à la gouvernance et aux professionnels pour que le chemin se construise d'une manière apaisée. Voilà ce que je pouvais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. Alors, je rappelle, c'est notre clip pub que le 5A CFDT a œuvré beaucoup dès le début pour que ce dispositif qui avait été encouragé par des incidents, des accidents très graves qui concernaient le personnel médical, c'est le 5A CFDT qui a permis par ses interventions, et notamment au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, évidemment par l'intermédiaire de la CFDT, que ce dispositif soit accessible aux directeurs, parce qu'il n'était pas conçu pour ça. Et comme beaucoup de dispositifs qui concernent la protection de la santé ou la prévention des risques, ils ne sont pas conçus de manière adaptée à un corps de direction qui, d'une part, est géré en partie dans les établissements, en partie par une autorité, un centre de gestion. Donc voilà, on est fiers, même si on constate aujourd'hui, mais on partagera dans les questions, qu'il y a un certain nombre de freins. Mais ça rejoint un peu Elsa, qui sont des freins de représentation chez les directeurs, de représentation de ce que signifie aller en médiation, et qui pour eux est une remise en cause de leur autorité et de la loyauté du collaborateur.
Voilà. Et je pense qu'on peut dire la même chose dans une relation entre, par exemple, un chef de service et un médecin. Et qu'il y a quelque chose là de changement de posture, comme on dit, qui est délicat. Voilà. Donc, voilà un outil, par exemple. Et maintenant, Marc, qui est sur le terrain, de ton point de vue, quels sont les outils que tu peux solliciter dans ton rôle, à la fois ton rôle de chef d'établissement, qui est de prévenir les risques pour les personnels et les équipes dont tu as la responsabilité, et puis pour toi-même, et puis comment tu fais concrètement. Voilà. Merci Nathalie. Alors peut-être avant de commencer, dire que quand tu m'as sollicité, tout de suite j'ai échangé avec les collègues du bureau régional, j'ai appelé à l'aide. Donc on a eu pas mal d'échanges avec les collègues donc du bureau, DH, D3S, DS, attachés. Et ma première question, c'était de se dire, mais il faut que je parle des RPS, il faut que je parle de la QVT. Pour vous, c'est quoi et qu'est-ce qui est le plus prégnant en termes de risque? Parce que on évolue tous dans des milieux différents. Et ce qui paraît primordial pour les uns, ou en tout cas les risques des uns ne sont pas obligatoirement vécus comme tels pour les autres. Alors, au niveau des différents risques, ce qui en ressort, et ce n'est pas hiérarchisé, c'est pas, mais je ne voulais pas que ce soit non plus une liste à la Prévert. Ce qui ressort, c'est qu'on a des conditions d'exercice qui sont... dont la tension est inédite et c'est vraiment explosif. Hier, Emmanuel Sis parlait, dans le cadre de l'allocation des ressources, de la thématique sur l'allocation des ressources de la bombe inflation. On peut dire qu'il y a aussi une bombe qui nous impacte, c'est tout ce qui est en lien avec la pénurie de personnel. Et ça renvoie à la problématique de l'attractivité, la problématique de la fidélisation, mais cette problématique qui touche tous les métiers et qui nous touche aussi, nous, en tant que directeurs, puisque on est complètement impacté par cette problématique de pénurie. Alors, on a l'inflation qui nous renvoie aussi au dilemme qui est notamment sur les établissements médico-sociaux, la nécessaire évolution du tarif hébergement, mais la problématique d'accessibilité, la problématique aussi de soutenabilité pour nos aînés. Et ça renvoie aussi au respect qu'on doit par rapport à cette soutenabilité, le respect qu'on doit à nos aînés, à ces populations qui sont fragiles. Ce qui ressortait aussi, c'est l'hyperconnexion. L'hyperconnexion, parce qu'en période de crise, on était tous connectés, disponibles H24. On se disait qu'on n'avait pas le droit à la déconnexion. Mais que faire quand la situation de crise dure? Et la question qu'on se posait, c'est jusqu'où peut-on aller dans les constantes sollicitations pour répondre aux tensions? Et il faut vraiment débattre de la gestion du temps, du télétravail, du droit à la déconnexion dans les équipes pour éviter l'épuisement. On a le quatrième point qui est la transformation de l'offre de soins. Avec la réorganisation des activités, l'organisation des parcours de soins. Et ce qui est commun d'ailleurs aux trois corps, et donc la question de comment tous, directeurs des soins, directeurs d'établissement, on travaille sur cette nécessaire transformation de l'offre de soins. On avait aussi le point sur l'exposition médiatique dans les réseaux sociaux, avec des attaques personnelles vis-à-vis de directeurs, l'impact sur la personne, l'impact sur leur famille, l'impact sur les enfants aussi.
On avait aussi en élément de contexte les responsabilités qui ne cessent de s'accroître. On le voit aussi avec la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics. Autre point, par rapport aux injonctions paradoxales. D'un côté, la nécessité d'assurer la continuité des soins, d'assurer la permanence des soins, et d'un autre côté, respecter la réglementation sur les intérims. Bon, ce sont des exemples, mais qui font qu'on a donc un contexte qui impacte clairement les conditions de travail. Alors, en point de vigilance, tout à l'heure, Elsa a évoqué la formation. On se dit que le levier formation, il est assez peu utilisé. Il est notamment en termes de formation continue. Et pourquoi ? Parce que, notamment dans les petits établissements, on peut se dire que les chefs d'établissement vont s'auto-censurer, peuvent s'auto-censurer en lien avec la problématique économique. L'accès à la formation des chefs d'établissement, mais aussi des adjoints, peut être compliqué. Ça renvoie à la notion d'exemplarité. C'est-à-dire que c'est compliqué, par exemple, pour un chef d'établissement de dire « mais moi, je vais partir en formation si je pars en formation, je vais refuser, par exemple, à une infirmière, un DU. Moi, si je prends l'exemple de l'EHPAD, le plan de formation, c'est 48 000 euros. Donc, si le directeur d'établissement prend une formation à 10 000 euros, quid des collègues ? Donc, ça renvoie à cette notion d'exemplarité, ça renvoie aussi à ce questionnement sur l'éthique, et ça renvoie aussi à la nécessité d'avoir un financement national de la formation continue des directeurs. Et pourtant, les actions de développement de compétences, les actions de développement personnel, coaching, APP, permettent d'enrichir nos connaissances et nos savoir-faire managériaux. Alors, sur le point de vigilance, on a parlé donc du premier point concernant la formation. Le deuxième point, c'est la santé au travail des directeurs. On peut dire que les directeurs, au regard de leur exposition aux risques psychosociaux, sont exposés en termes de santé. Il est nécessaire, évidemment, qu'ils prennent soin d'eux. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu l'instauration du conseil médical, qui regroupe le comité médical et qui regroupe l'ancienne commission de réforme, qui est compétente donc, pour les directeurs. On va dire que c'est une avancée, mais on a toujours la question du réel accès aux services de santé au travail pour les directeurs. Et notamment, ce qui est compliqué dans les établissements, c'est d'accéder à un service de santé où soit respectée cette notion de confidentialité. Et il nous faut un suivi médical qui soit régulier, qui soit efficace et qui soit confidentiel. Alors, tu me posais la question des outils, Nathalie, et quel outil institutionnel, de quel outil institutionnel un directeur va pouvoir disposer pour se prévenir des risques psychosociaux. Donc déjà, dans la question que tu posais, il y avait se prévenir des risques psychosociaux. Donc, ça renvoyait au directeur, à la question du directeur lui-même. On le disait, il doit penser à lui aussi, il doit prendre soin de lui, il doit prendre soin de ses collaborateurs. Et comme premier outil, on avait la charte de l'éthique et de la responsabilité des directeurs. Ça a été un combat donc, du 5A, qui a été mené depuis 2017, qui a été mené au sein du CCN. Et donc cette charte qui définit les principes, qui réaffirment les valeurs qui encadrent l'exercice professionnel. On a le processus de signalement des difficultés professionnelles. C'est quelque chose qui a été travaillé, c'est donc un dispositif qui a été travaillé depuis 2020 avec la fiche de signalement, qui n'est pas anonyme,
mais contrairement donc au dispositif d'appel dont on parlera tout à l'heure, par contre qui est complètement sécurisé. On a travaillé notamment sur un dispositif de déclaration avec donc un contact dans les 48 heures par un gestionnaire et un signalement qui est communiqué à travers un coffre numérique. C'est pas encore assez connu, mais ça permet de recenser les situations donc avant qu'elles ne s'aggravent. Ce qui est quand même le plus souvent rencontré dans ce dispositif, c'est les relations conflictuelles à l'intérieur d'une équipe de direction, soit entre chef et adjoint, et aussi le sentiment d'épuisement, ce sentiment de submersion, on peut dire, de solitude dans l'exercice des fonctions des jeunes chefs d'établissement, et en particulier dans les établissements médico-sociaux. En outil aussi, on a donc ce numéro vert d'accompagnement qui est anonyme, qui est confidentiel. Je parle d'accompagnement et donc cette possibilité d'avoir rapidement un psychologue diplômé qui nous informe, qui nous oriente et qui nous accompagne. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on peut se dire concrètement qu'est-ce qu'on fait pour la QVT des directeurs. Alors, une des premières idées, c'était de se dire il faut vraiment promouvoir des temps ritualisés de communication, des moments d'échange, des moments d'écoute, des moments de partage, des moments de convivialité. Montrer aussi qu'on s'intéresse à ses collaborateurs, qu'on s'intéresse à l'autre, et aussi construire des temps off pour construire cette culture du dialogue. On avait aussi la réunion de régulation, ça renvoyait à la dynamique institutionnelle dont parlait Héloïse, avec des réunions où la parole circule sans ordre du jour particulier, mais qui permettait justement à chacun de se connaître. On avait aussi mis en avant le fait d'avoir un axe fort autour de la conciliation vie professionnelle et vie personnelle. Ce qui remontait souvent, c'était les réunions tardives, et notamment qui avaient un impact sur la vie personnelle, des réunions où parfois on était convoqué à des horaires donc comme 20 heures, et du coup l'impact que ça avait. On avait aussi cette notion de bienveillance essentielle entre pairs, ces échanges, cette dynamique de non-concurrence, le fait de lutter contre la solitude des directeurs, et de se dire, peu importe dans quel cadre on le fait, que ça soit à travers des réunions, notamment sur les territoires, via les dispositifs de GCSMS, les réunions d'échange entre directeurs, et que cette culture, en fin de compte, après, elle se diffusait. Nous, on l'a vu donc dans le département où je suis, on a commencé par des réunions d'échange entre directeurs d'EHPAD publics. Les médecins co ont fait la même chose, les psychologues ont fait la même chose. Donc, on a cette parole qui circule. Bon, après, il y a d'autres dispositifs auxquels on pensait. On pensait notamment pour appuyer les directeurs des poules de remplacement qui permettaient aux directeurs qui avaient besoin notamment de souffler ou qui avaient des problématiques médicales de pouvoir s'arrêter ou en tout cas d'oser s'arrêter. On avait pensé aussi à le fait aussi pour éviter l'isolement notamment des directeurs d'EHPAD, qui soient invités dans des CODIR d'établissements limitrophes, et notamment dans les CODIR gériatriques. Alors, en conclusion,
se dire que, à nous, directeurs, avec un peu d'utopie, de contribuer à construire avec responsabilité ce nouveau monde en prescrivant le respect. Quel bon porte-parole. On va demander à Pierre-Olivier Monteil de nous dire comment ce qu'il a entendu là, de ces interventions, que je trouve pour ma part très, je ne sais pas s'il faut dire congruentes, mais en tout cas, ces différents points de vue, on dit souvent des choses qui sont très semblables, très communes, et c'est assez rassurant sur le sens de notre action. Voilà. Après ce point de vue, on laissera la parole à la salle. Alors, ce sera pour quelques questions, 2 questions très brèves, puisque Laurent Berger a un emploi du temps de secrétaire confédéral. Et donc, voilà, on aura une pause un peu réduite pour être là vraiment à 11h30. On prendra plus de temps pour le déjeuner. On aura une pause très confortable au déjeuner. Voilà. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous, puisqu'on ne s'est pas encore salué aujourd'hui. Alors, je vais faire 3 remarques. La première, et c'est intéressant parce que vous avez fini par là, et c'est un mot que j'avais en tête depuis le début, c'est le mot utopie. Utopie. Alors, le thème, ça s'est présenté d'abord, la formulation, c'était défataliser. Par la formation, par des actions de prévention, par la médiation, par rapport au conflit, etc. A priori, cette idée a l'air un peu plate, un peu élémentaire, un peu évidente. Et il me semble qu'en réalité, ce n'est pas le cas du tout. Le conflit, on l'a dit, est à la fois dans l'ordre des choses. Nous sommes différents, donc nous sommes en désaccord, bien souvent. Mais par contre, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'on peut dépasser les conflits. Dire ça, c'est un peu ramer contre un courant qui peut avoir le nom de la nécessité. Je dirais un certain pouvoir d'expertise est ultra spécialiste du discours sur ce qui est nécessaire. Vous n'avez pas le choix, comme disait l'autre, there is no alternative, comme disait une célèbre Premier ministre anglaise. Et donc, il y a ce discours de la science, de la positivité, de ce qui est certain, de ce qui est un savoir, etc., qui a tendance à traiter les humains comme des insectes, parce que du coup, tout est sûr, tout est certain, tout est prévisible, tout est su d'avance. Où est passée la liberté, on ne sait plus. Donc, je dirais, ce discours de la défatalisation me paraît aller dans le très bon sens de dire, mais on n'est pas des insectes, quoi. Nous sommes des humains, donc nous sommes libres, premièrement. Deuxièmement, il y a le discours un peu plus light, qui est le discours de l'adaptation. Donc il faut s'adapter, s'adapter, s'adapter. Ça fait un certain nombre de décennies qu'on entend ça, notamment en politique et en économie. Et j'aimerais simplement dire que s'adapter, ça se distingue en français de adopter. Donc c'est bien joli de s'adapter, donc on s'aligne sur une contrainte externe, mais ça veut dire que ce qu'on a à l'intérieur n'est pas l'ordre de la nécessité cette fois-ci, c'est juste un truc qui doit s'adapter, qui doit s'aligner, qui doit s'ajuster. Donc du coup on perd en route les convictions. Il y a un livre que je ne peux pas ne pas mentionner au passage, c'est le livre de Barbara Stiegler sur le thème dont le titre porte « Il faut s'adapter sur un nouvel impératif politique ». C'est le discours de l'adaptation tout-terrain. Donc voilà, et donc tout ça pour dire qu'il me semble que ça conduit à réhabiliter autant que possible un discours sur l'utopie, c'est-à-dire sur le sens du possible. Premièrement. Deuxièmement, l'autre mot important que j'ai entendu prononcer plusieurs fois, c'est le mot de solitude. Alors je dirais oui, mais attention, parce que c'est pas si facile que ça d'en sortir. Je dirais premièrement, est-ce qu'il n'y a pas, dans notre imaginaire collectif, quelque chose comme une mystique du chef, la mystique du décideur, qui est donc la grand air et servitude, donc tout seul dans son bureau, l'autorité suprême tranche, décide sur le sort d'autrui. Bon. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça qui peut être flatteur, en quelque sorte? Bon. Mais plus en profondeur que ça, il me semble que nous avons, dans notre société, dans le monde contemporain, quelque chose qui a à voir avec la solitude volontaire. De la même façon qu'on parlait de servitude volontaire, il y a aussi de la solitude volontaire, c'est-à-dire que nous sommes, en gros, beaucoup plus incités, on est beaucoup plus fort à penser l'indépendance
qu'à penser l'interdépendance. Donc on est très fort pour délier, prendre ses distances, couper les liens, etc. Donc soi-disant pour être beaucoup plus malléable, mobile, etc., opérationnel, adaptable, on pourrait dire, mais inversement, on a beaucoup plus de mal à trouver des solutions pour se relier, se rendre interdépendant délibérément et volontairement et positivement. Donc voilà, et enfin, troisièmement, pour terminer, je dirais pour en revenir de près à la problématique du respect, que ce soit en direction ou à tous les étages de l'organigramme, si j'ose dire, il me semble que je pose la question, dans quelle mesure est-ce que le management ou la direction pourrait contribuer à faire en sorte que le travail soit humanisant au lieu d'être déshumanisant? Et donc ça va, y compris à promouvoir la citoyenneté, par exemple, la participation, etc., l'imagination, l'utopie et tout ce que je viens de dire. Et il me semble que ça passera par trois orientations absolument de base qui se traduisent, à mon avis, au jour le jour dans la pratique quotidienne du management. C'est sortir du donnant-donnant. Parce que ça donne une atteinte de reconnaissance insatiable qui est un piège. Comment est-ce qu'on peut sortir de ce piège ? Deuxièmement, sortir de l'indifférence. Et là, les dispositifs dont le formatage systématique par Internet, le digital, toutes les protocolarisations, les procéduralisations, etc. C'est comme si on était sur des rails. Bon. Et donc, il faut sortir des rails parce que sinon, on est indifférent. Et troisièmement, le corollaire, c'est, à mon avis, travailler à la sensibilité, ne pas se laisser anesthésier par un univers qui est très rodé, très, très routinier, très automatisé et qui a tendance à endormir, à commencer par les sens. Donc voilà.